Ah, Fiat, marque automobile complètement mythique. Attendez les automophiles, là je me répète, mais c'est vrai que finalement, si on compare la situation actuelle de Fiat avec la situation actuelle de Citroën, on peut y trouver quelques petites similitudes. Ce sont deux marques emblématiques de l'histoire automobile qui existent depuis maintenant plus d'une centaine d'années et qui sont aujourd'hui bien à la peine, il faut l'avouer. J'aime Fiat, ça peut vous paraître comme un aveu, quelque chose qui est un petit peu interdit, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Fiat, mis à part la 500 qui sauve les meubles, bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, on va dire. Vous l'aurez compris, la situation actuelle de la marque me fait mal au cœur, donc l'objet de cette vidéo va être de se poser les bonnes questions, à savoir pourquoi Fiat en est arrivé là, et revenir sur ses modèles les plus mythiques pour essayer de montrer aux plus jeunes que Fiat, c'est pas uniquement une 500, une Panda et une Tipo. Et heureusement. Fiat a été créé en 1899, c'est tout simplement l'une des plus anciennes marques automobiles au monde. Fiat est né d'une union entre un groupe d'hommes d'affaires et de professionnels de Turin afin de créer une usine automobile italienne capable de démocratiser la mobilité. D'ailleurs, Fiat en italien signifie Fabbrica Italiana Automobili Torino. Magnifique. Je vais pas vous faire la traduction, je pense que vous avez à peu près compris l'idée. Je ne comprends pas. Quand on pense à Fiat, on pense tout de suite à la petite 500, donc l'actuelle, mais également celle lancée en 1957, qui est vraiment l'emblème de Fiat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette 500 est la deuxième génération de 500. Dès 1936, la première Fiat 500, nommée Topolino, fit son apparition. Topolino, c'est le surnom que les Italiens lui ont donné parce qu'ils trouvaient qu'elle ressemblait à une souris, et donc Topolino, c'est un clin d'œil à Mickey Mouse. Oh oui, plutôt, tu es un bon chien. À sa sortie, c'est la plus petite voiture au monde. La légende autour de cette voiture raconte qu'elle a été créée sous l'impulsion du dictateur Mussolini afin de proposer un véhicule qui coûte pas cher pour le peuple, à l'image de ce qu'a fait Hitler avec la coccinelle. Bien que sa production fut largement ralentie durant la Seconde Guerre mondiale, il faut avouer que cette 500 Topolino est un véritable petit succès pour l'époque, avec plus de 600 000 exemplaires vendus entre 1936 et 1955. À la sortie de la guerre et notamment grâce au plan Marshall, la production retrouve des couleurs à tel point qu'on parle de miracle italien. Un petit peu encore une fois à la manière de Citroën à cette époque, Fiat avait proposé des véhicules d'entrée de gamme, mais également des véhicules plus luxueux, plus sportifs. Je pense notamment à cette Fiat 8V qui est juste magnifique. Le look des voitures des années 50, c'est quand même quelque chose. Celle-ci est apparue en 1952, elle doit sa conception à la collaboration entre Ghia, Bertone, Zagato, Vignale, mais aussi Farina. À cette époque, le Multipla est lancé. Pas le Multipla que vous connaissez, attention. On va y revenir dessus. Mais la Fiat 600 Multipla. Lancé en 1956, ce mini monospace vraiment avant l'heure proposait des prestations étonnantes comme 6 places dans un véhicule qui fait 3,31 m de long. C'est juste complètement fou. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Pour rappel, la Fiat 500 actuelle, pas l'électrique, fait 3,57 m de long. Donc c'est déjà beaucoup plus gros que ce véhicule qui peut transporter 6 personnes. En parlant de 500, celle qui se fait appeler en 1957 Nuova 500 fut présentée à Turin le 4 juillet exactement 1957. Elle conserve ce qui a fait la force de la 500 Topolino, à savoir un gabarit compact, une faible consommation et des petits moteurs. La 500 c'est vraiment l'emblème automobile de l'Italie, comme la 2 chevaux pour la France, la Mini pour l'Angleterre ou encore la coccinelle pour les Allemands. Elle termina sa carrière au bout de 18 ans, chose assez remarquable, et avec environ 4 250 000 exemplaires vendus. L'histoire a surtout retenu ce véhicule durant cette période, mais réduire la gamme Fiat à uniquement cette 500 est largement trompeur. Je vais vous évoquer à présent d'autres véhicules qui ont marqué à leur époque énormément la gamme Fiat, et je peux vous dire qu'il y a de sacrées pépites. On va commencer avec la Fiat 124, présentée en 66. Sous son allure très classique de petite berline des années 60 se cache en réalité un des plus gros succès de Fiat de son histoire. Dans les années 60, l'URSS veut se doter d'une industrie automobile de masse. Le parti lance donc un grand appel d'offres à tous les meilleurs constructeurs du moment, et c'est Fiat qui en sort vainqueur. Le résultat, c'est que la Fiat 124, en plus de s'être vendue à plus de 2 200 000 exemplaires en Italie, va se vendre, alors là vous êtes pas prêts, là je vais devoir lâcher le combien, à plus de 18 millions d'exemplaires en URSS. Combien?
en version rebadgée, donc Lada. Si l'on additionne les ventes en URSS et dans le reste du monde, c'est tout simplement l'une des voitures les plus vendues de l'histoire. D'ailleurs, cette Fiat 124 était pétrie de qualité et elle fut récompensée par le titre de voiture européenne de l'année attribué en 1967. La 124 sera déclinée en version coupée, très sympa, mais aussi en 124 Spider. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. Fiat a utilisé ce nom mythique pour rétablir un cabriolet dans la gamme qui est désormais plus commercialisé. Mais c'est pas tout, en 1971, la Fiat 127 est lancée. C'était une voiture très moderne pour l'époque, avec un moteur placé transversalement à l'avant, le passage à la traction avant et la suspension à 4 roues indépendantes. Pour vous dire, les Atmophiles a rencontré un succès énorme, à tel point qu'elle s'est même plus vendue que la 500. Finalement, la 500 n'est pas le plus gros best-seller de la marque, parce que cette Fiat 127 est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires entre 1971 et 1987. En 1972, elle fut elle aussi élue voiture de l'année. C'est déjà la 3e Fiat à obtenir ce titre honorifique. Ce début des années 70 est vraiment une période très faste pour Fiat, avec un best-seller annoncé par an. En 1972, la Fiat 126 a la lourde tâche de succéder à la Fiat 500 qui commence à se faire un petit peu vieillissante. La 126 reprend l'architecture de la 500 et son bicylindre refroidi par air. Le pari fut gagnant, avec des ventes supérieures à la 500 qu'elle a remplacée et une commercialisation entre 1972 et 2000. C'est fou. À la fin des années 70 et pour terminer cette décennie en beauté, Fiat sort la Ritmo. Avec son design avant-gardiste, elle rencontre un grand succès, mais c'est aussi et surtout grâce à ses versions sportives qu'on se souvient d'elle. Avec notamment la Fiat Ritmo Abarth 130, Fiat proposait une alternative plus que crédible à la GTI de la même époque. Ces années 60 et 70 ont été couronnées de succès pour la marque turinoise. À cette époque, Fiat proposait de très nombreux modèles au sein de sa gamme. Chaque modèle avait sa propre personnalité et des prestations parmi les meilleures de la catégorie. En 1980, Fiat va proposer ce qui va devenir des symboles de la marque avec la 500. Je vous parlais bien sûr de la Fiat Panda. La Fiat Panda. Sa grande notoriété est due à plusieurs choses comme sa simplicité, sa faible consommation, son faible coût d'utilisation. Beaucoup de personnes voient en elle une sorte de 2 chevaux un petit peu plus moderne. Sa version 4x4 fut une immense réussite. Cette voiture mythique, comme beaucoup de Fiat dans cette vidéo, a été designée par Giugiaro. Cet accent italien incroyable. Il lui a dit soit... Et donc la Panda, c'est tout simplement le 2e meilleur succès de l'histoire de Fiat avec 5 500 000 exemplaires vendus dans le monde. Si l'on ne comptabilise pas bien sûr les 18 millions de Fiat 124 vendus sous la marque Lada. En parlant de voiture badgée Fiat la plus vendue de l'histoire, la Uno. Je vais pas m'attarder sur ce véhicule, elle est super et j'ai réalisé un essai sur ce véhicule emblématique de Fiat. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer. Ok. La Tipo, lancée en 1988, va conclure une belle décennie pour Fiat. D'ailleurs, la Uno et la Tipo furent elles aussi élues voitures de l'année. Ça veut dire tout de même que Fiat réalisait de très bonnes automobiles. Et pourtant, au début des années 90, Fiat commence à voir ses ventes décliner. C'est à cette époque que l'image de marque de Fiat commence à prendre un coup dans l'aile, notamment à cause de certains soucis de fabrication et de fiabilité. Malheureusement, la marque italienne souffre de la comparaison avec Volkswagen notamment à cette époque, qui eux se faisaient une spécialité de proposer des véhicules bien conçus, que ce soit en termes de fiabilité et de finition. C'est plus le cas aujourd'hui, attention. Das Auto. Bref, cette réputation de marque un peu cheap, même si j'aime pas employer ce terme, va coller à la peau de Fiat et malheureusement les ventes vont décroître d'année en année. En 1990, en France, il se vendait approximativement 150 000 Fiat, quand 10 ans plus tard, soit en 2000, il se vendait 60 000 Fiat. Et là, ça fait mal. Je me disais, mais c'est pas possible. Et pourtant, si vous me connaissez un petit peu, je trouve que Fiat, lors des années 90, a peut-être sorti ses véhicules les plus inspirés, quoi. Chacun avait une âme. Ça a commencé avec la Punto, dévoilée en 1993. C'était à l'époque une véritable avancée, elle marquait un vrai tournant comparé à la Uno qu'elle remplaçait, tant d'un point de vue des options qu'elle proposait que de la qualité de fabrication qui s'est largement améliorée sur ce véhicule. Cette première Punto fut une véritable réussite. Elle fut, elle aussi, encore une fois, élue voiture de l'année 95. Fiat va décliner sa Punto en cabriolet et en version sportive, qui est très sympa. La Punto, c'est la voiture de mon enfance. J'ai grandi à l'arrière d'une Punto 1,2 litre culte
3 portes bleues que de souvenirs. Si un Mofi en a une, ça serait toujours un plaisir de l'essayer, ça me ferait un peu la Madeleine de Proust quoi. En 93, Fiat, en plus de proposer sa Punto, va proposer le Fiat Coupé. Ce qu'on peut dire avec le Fiat Coupé, c'est que son design ne laisse vraiment pas indifférent. Designé par Chris Bangle, qui va ensuite officier chez BM pour réaliser peut-être l'une des plus belles voitures au monde pour moi, à savoir la Z4 Coupé, que je trouve incroyable. Bref, ce Fiat Coupé était pour Fiat comme un retour aux sources d'un secteur qu'il avait abandonné depuis un bon moment. Mais le Fiat Coupé, ce n'est pas qu'un look, c'est aussi des performances qui à l'époque étaient au top et qui même encore aujourd'hui, ça pousse. Ça pousse. Dans sa version la plus puissante, ce modèle atteint le 0 à 100 en 6 secondes 5 et une vitesse maximale de 250 km/h. Son moteur, un 2 litres 20 valves 5 cylindres turbo, est juste un monument de l'histoire automobile. Cette Fiat équipée de ce moteur est encore aujourd'hui le modèle le plus rapide de la marque. En 1994, sûrement l'une des Fiat les plus réussies pour moi, la Barchetta. Comme pour la Punto, j'ai eu la chance de grandir avec durant mon enfance une petite Barchetta de 2005 en version Consecrazione, rouge Ferrari, magnifique. J'en ai vraiment de superbes souvenirs. Si l'un d'entre vous possède ce modèle et est pas loin de Bordeaux, ça serait avec joie de faire un petit essai de la Barchetta et voire même un comparatif avec ma MX-5, ça pourrait être très sympa. En 95, la Bravo remplace la Tipo. À l'époque, son design est considéré comme assez avant-gardiste et réussi, avec un petit soupçon de sportivité. Beaucoup moqué encore aujourd'hui, on y arrive, je vais vous parler du multiplat. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce véhicule est considéré comme l'une des voitures les plus moches de l'histoire de l'automobile. Eh bien pas pour moi du tout, justement je trouve que ce parti pris là, vraiment axé biodesign à fond, ça lui donne un charme et un style unique, ça c'est sûr. Après on aime ou on n'aime pas, mais au moins je trouve qu'il se différencie vraiment de ce que proposait la production automobile mondiale. À l'image du Fiat 600, il proposait 2 rangées de 3 places indépendantes cette fois-ci, pour un plaisir maximal. N'empêche, avouez que c'est sacrément pratique. Ouais, c'est pas faux. D'ailleurs, avec plus de 340 000 exemplaires vendus dans le monde, c'est pas forcément ce que l'on peut appeler un échec. Anecdote assez drôle, c'est d'ailleurs le monospace le plus vendu en Italie en 2002. Qu'on aime ou pas les Fiat proposés à cette époque, on ne peut que constater la diversité de modèles que Fiat proposait aux consommateurs. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. La plupart de ces modèles furent jugés comme très bons par la presse spécialisée, malheureusement les ventes furent globalement un petit peu en deçà des espérances. En 2004, la situation économique de Fiat est assez catastrophique. Il va falloir très rapidement trouver une solution, sinon vous savez ce qui peut arriver. Salut mon pote. C'est donc dans un contexte assez tendu, on va dire, que la Fiat Punto 3 ou Grande Punto va sortir fin 2005. Elle va sortir en même temps que 2 rivales de poids, parce que c'est quand même 2 mastodontes, à savoir la Clio 3 et la Peugeot 207. Heureusement, cette Fiat Punto 3 permit à la marque de respirer. Les ventes sont au rendez-vous, beaucoup de consommateurs la trouvent très réussie esthétiquement. J'ai même vu dans de nombreux forums que certains la comparaient à une Maserati dans le design. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça ressemble à une Maserati. Faudrait peut-être pas pousser, n'empêche. Mais cette Punto a surtout séduit par ses prestations routières en nette hausse et sa qualité de fabrication enfin à la hauteur de la concurrence. En janvier 2006, elle sera même la voiture la plus vendue en Europe. Au bout de sa longue carrière qui s'est terminée assez récemment, en 2018, elle se sera vendue à 2 670 000 exemplaires, soit un beau résultat, mais on est très loin quand même d'atteindre les chiffres de vente de Fiat dans les années 60, 70 ou même 80. Celle qui va permettre à la marque de vraiment sortir la tête de l'eau, c'est bien évidemment la 500, qu'on appelle souvent 502, qui est en réalité donc une 503 si vous avez bien suivi, vu qu'il y a eu la Topolino en premier. C'est bien simple, avec la présentation de cette nouvelle 500, Fiat a réalisé un coup de maître. Avec son design pour le moins sublime, elle est, je vous le rappelle, sortie en 2007 et elle est encore en vente aujourd'hui. Quelle voiture peut se permettre une aussi longue durée de vie dans notre ère moderne ? Quasiment aucune finalement. Mais elle doit aussi ce succès à sa qualité de fabrication, il faut le dire. Dans le domaine des mini citadines, elle fait figure de bonne élève. En plus de ça, elle s'avère fiable, notamment avec son moteur le plus vendu, le 1,2 litre de 69 chevaux. Ce petit pot de yaourt va rapidement devenir l'emblème des quartiers chics avec la Mini, même si les philosophies sont un petit peu différentes. Cette 500, de par ses nombreuses qualités, n'est pas que jolie. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été récompensée par le titre de voiture de l'année en 2008. C'est d'ailleurs la dernière Fiat qui a eu droit à ce titre honorifique. Aujourd'hui, elle n'est plus motorisée par le 1,2 litre de 69 chevaux, mais par un 3 cylindres hybride de
70 chevaux. Et à date, elle a déjà dépassé les 3 500 000 exemplaires vendus dans le monde. Où va-t-elle s'arrêter? Aujourd'hui, la gamme Fiat se résume à la famille 500, composée bien évidemment de cette 500 que l'on peut appeler 500 classique, mais il y a également la 500L, sorte de C3 Aircross. J'adore. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Il y a aussi la 500X qui est... mais également la toute dernière 500 électrique, qui elle pour le coup est très réussie. D'ailleurs Fiat, si vous regardez cette vidéo, on sait jamais, j'adorerais essayer cette 500 électrique. Pour le coup elle est très sympa. En dehors de cette famille 500, on voit que Fiat a du mal, a vraiment du mal, parce qu'il n'y a plus que 2 modèles proposés au catalogue. L'éternel Fiat Panda, qui est bien, mais sans plus, elle est assez dépassée sur de nombreux points. Et la Fiat Tipo, que je trouve d'une banalité assez affligeante. Donc en gros, à part la 500 hybride, dont la conception remonte à 2007, et cette nouvelle Fiat 500 électrique, difficile d'être enthousiasmé par la gamme Fiat actuelle. Pour le futur, une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas prêt de sortir de cette 500 dépendance, qui est tout simplement devenue une marque dans la marque. Fiat, de son côté, ne fait plus trop rêver, alors que la marque 500, oui, elle fait rêver. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que Fiat fait partie de l'énorme groupe Stellantis. À l'image de Citroën, Fiat devrait jouer plutôt les modèles d'entrée de gamme dans ce groupe, mettons à part la gamme 500 qui est assez différente et qui va plutôt taquiner Mini. La stratégie de la marque à court moyen terme va être déjà de renouveler les modèles qui lui ont permis de sortir la tête de l'eau. Je pense à la Fiat Punto qui pourrait arriver d'ici 2023 sur une plateforme de 208, pourquoi pas. La Panda devrait elle aussi être renouvelée, et si elle ressemble au concept qui a été dévoilé en 2019 120, apparemment ça va ressembler à ça, je suis preneur mais direct. J'apprécie beaucoup ce concept. C'est quand même fou de se dire que dans les années 60, 70 et même 80, Fiat faisait partie des meilleurs constructeurs généralistes, mais vraiment c'était un petit peu le gratin de l'époque, à l'image de Volkswagen il y a une dizaine d'années on va dire, c'est plus le cas aujourd'hui, voire Peugeot actuellement. Fiat s'est construit une image grâce à ses petites voitures populaires, mais pas que. La marque turinoise s'est permis de nombreuses petites excentricités tout au long de sa carrière, comme par exemple la Fiat X19 ou la Fiat Coupé. Malheureusement, à travers cette vidéo, j'ai pas pu évoquer tous les modèles de la marque parce que sinon ça aurait été vraiment trop long. De mon côté, j'espère que la marque va se redresser et nous proposer de nouveaux modèles très sympas, comme pourquoi pas une héritière à la Barchetta. Je parle pas de la 124 Spider, une vraie héritière dans le style très néo-rétro de la Barchetta, ou pourquoi pas un héritier au multiplace, ça serait marrant ça. Malgré tout, l'avenir de la marque Fiat m'effraie moins que l'avenir de la marque Citroën. Je parle beaucoup de Citroën parce que j'avais fait une vidéo similaire sur le sujet, n'hésitez pas à la voir si ça vous intéresse. Je pense que grâce à la puissance du groupe Stellantis et quand on voit la nouvelle 500 électrique, on voit quand même que Fiat sait où il va un minimum, et l'appui financier du groupe va permettre de réaliser des choses super, j'en suis sûr. Bon, je suis pas plus le Zmophile, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, pensez au like, c'est hyper important. Pensez aux commentaires pour le référencement, même dites Fiat c'est cool ou Fiat c'est nul, ça pourra éveiller de grands débats, j'en suis sûr. Pensez à l'abonnement si c'est pas encore fait. Le plus important c'est quoi? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.